Une histoire émouvante de rédemption, d'amour, de passion et de nouveau départ. Elle a nettoyé les couloirs d'une école d'élite, jusqu'à ce qu'elle soit humiliée devant tout le monde. Ce à quoi personne ne s'attendait, c'était le cri qui allait tout changer. C'est ma mère. Et ce n'était que le début d'un scandale qui pourrait détruire un empire. Regardez cette histoire jusqu'à la fin. Vous serez surpris par cette histoire. Si vous aimez les histoires d'amour, la romance, abonnez-vous à cette chaîne. Laissez votre commentaire. Chaque jour, nous publions des vidéos comme celle-ci en continuant. Le réveil sonna à 4h30 du matin, comme d'habitude. Elena Anders s'ouvrit les yeux dans son petit 2 pièces en ville, où le grondement des trains était une symphonie constante qu'elle avait appris à ignorer. À 47 ans, ses gestes étaient précis, économes, façonnés par des décennies de routine qui commençaient avant le lever du soleil et s'achevaient lorsque São Paulo s'endormait enfin. Elle se leva en silence. Dans la pièce voisine, Nicolas dormait profondément, ses livres toujours étalés sur le bureau improvisé qu'elle avait assemblé avec une planche et 2 chevalets. À 18 ans, il était boursier du Collège de l'Élysée, l'un des plus prestigieux de la capitale. Son fils était un prodige, et elle ferait tout pour qu'il reste tel aux yeux du monde. Elena prépara le café en silence, ses gestes mesurés par la pratique. 2 tasses, une pour elle, qu'elle boirait rapidement avant de partir, une autre qu'elle laisserait sur la table pour que Nicolas la trouve à son réveil. Une banane, un petit pain à la margarine et un mot « Il y a de l'argent pour le déjeuner dans le tiroir. Je t'aime ». Toujours la même écriture soignée, toujours les mêmes mots qui portaient tout le poids d'un amour qu'elle ne pouvait exprimer publiquement. Le bus de 17h15 la conduisit à travers la ville endormie. Elena regarda par la fenêtre les rues désertes, les immeubles qui commençaient à s'illuminer, et sentit une oppression familière dans sa poitrine. Ce n'était pas du regret. Elle ne regretterait jamais Nicolas. C'était une sorte de mélancolie qui l'accompagnait depuis ce jour, 18 ans plus tôt, où elle avait découvert qu'elle était enceinte et que l'homme qu'elle aimait était, hors d'atteinte, protégé par des murs d'argent et un nom de famille qu'elle ne pourrait jamais franchir. L'école Élysée occupait un pâté de maisons entier à Villa Madalena, ses installations rivalisant avec celles des meilleures universités du pays. Elena connaissait chaque couloir, chaque pièce, chaque recoin où la poussière tentait de se cacher. Elle arrivait toujours à 6h du matin, 1 heure avant le premier membre du personnel administratif, 2 heures avant les premiers élèves. C'était dans le silence qu'elle se sentait le plus en sécurité, lorsqu'elle pouvait travailler sans regard, sans question, sans risquer que quiconque remarque la ressemblance entre elle et le jeune homme qui arpentait les mêmes couloirs, vêtu d'un uniforme impeccable et le sac à dos rempli de rêves. Ce jeudi matin-là, Elena nettoyait le hall principal lorsqu'elle vit arriver Nicolas. Il se dirigea droit vers l'escalier, comme toujours, sans la regarder. Cela faisait partie de leur accord tacite. À l'école, ils étaient des étrangers. Elle était Elena, la femme de ménage silencieuse. Lui était Nicolas, le brillant, un boursier. 2 mondes qui coexistaient dans le même espace, mais qui ne se touchaient jamais aux yeux des autres. Mais ce matin-là, alors qu'elle essuyait la rampe d'escalier, Elena ne put s'empêcher de le remarquer. Nicolas avait tellement grandi ces derniers mois. Sa voix était plus grave, ses épaules plus larges, et sa démarche lui rappelait quelqu'un qu'elle aurait préféré oublier. Les mêmes gestes élégants, la même posture droite, la même façon d'incliner la tête quand il était pensif. Eduardo Monterrey était gravé dans la mémoire de son fils comme une marque indélébile, et Elena sentait son cœur s'emballer à chaque fois qu'elle remarquait ces similitudes. « Bonjour, Madame Elena. » La voix de Nicolas la fit sursauter. Il était revenu, debout quelques marches plus haut, le regardant de ses yeux noirs qui lui ressemblaient. « Bonjour, » répondit-elle doucement, jetant un rapide coup d'œil autour d'elle pour s'assurer que personne ne les voyait. « Tu as oublié ça à la maison. » Il descendit quelques marches et lui tendit discrètement un petit flacon de médicaments contre les maux de tête. Elena l'avait laissé sur la table de la cuisine la veille, avec les papiers qu'elle rangeait pour le travail. « Merci », murmura-t-elle, en glissant la fiole dans la poche de son uniforme. C'était un geste simple, mais risqué. Si quelqu'un le voyait, il pourrait se demander pourquoi un étudiant parlait à la femme de ménage. Nicolas hésita un instant, comme s'il voulait ajouter quelque chose, mais le bruit de voix qui
approchèrent le fit monter précipitamment. Elena se remit au travail, mais ses mains tremblaient légèrement. Ces petits moments de complicité étaient à la fois son plus grand réconfort et sa plus grande peur. Les heures s'écoulaient comme d'habitude. Elena nettoyait les salles de classe, rangeait les toilettes, époussetait les trophées dans le bureau du directeur. Elle évitait autant que possible les couloirs pendant les récréations, lorsque les élèves étaient libres de circuler. Mais parfois, inévitablement, elle croisait Nicolas. Il ne la saluait jamais à ces moments-là, et elle faisait semblant de ne pas le voir. C'était une danse prudente qu'ils exécutaient depuis des années, un jeu d'invisibilité devenu une seconde nature. Dans la salle des professeurs, Elena entendit des bribes de conversation tandis qu'elle faisait le ménage. Ils parlaient de l'événement caritatif qui avait lieu ce soir-là, un gala destiné à récolter des fonds pour des bourses. Plusieurs familles prestigieuses seraient présentes, dont certains des plus grands hommes d'affaires de la ville. Elena savait que Nicolas prononcerait un discours au nom des boursiers, un discours qu'il avait soigneusement préparé ces dernières semaines. Le programme a changé, a annoncé le coordinateur pédagogique au téléphone. Le discours de Nicolas aura lieu plus tôt, juste après le cocktail d'ouverture. Et Elena, peux-tu rester après pour ranger? Je sais que ce n'est pas ton heure, mais on te paiera des heures supplémentaires. Elena hocha la tête. Un peu d'argent était toujours le bienvenu, et elle pourrait regarder Nicolas parler même de loin, même si personne ne savait que ce jeune homme éloquent et brillant était son fils. La journée passa lentement. Elena termina son travail, à 15 heures comme d'habitude, mais elle serait de retour à 19 heures pour l'événement. Elle avait quelques heures pour rentrer chez elle, prendre une douche et préparer le dîner pour Nicolas. Il rentrerait bientôt de l'école, étudierait encore un peu et réviserait son discours une dernière fois. « Comment s'est passée ta journée ?» demanda-t-il, lorsque Nicolas entra dans la maison, jetant son sac à dos sur le canapé avec un soupir fatigué. « Normal, répondit-il en se dirigeant vers la cuisine. « Je suis nerveux pour ce soir. » Elena le regarda ramasser la tasse de café qu'elle avait laissée ce matin-là, encore sur la table, froide depuis des heures. Il la but quand même, distraitement, en feuilletant ses notes de discours. « Tu t'en sortiras bien, dit-elle, en s'asseyant à la table à côté de lui. « Tu t'en sors toujours bien. » Nicolas sourit et l'espace d'un instant, l'accord tacite entre eux disparut. C'était juste une mère qui parlait à son fils, comme des millions d'autres mères le faisaient chaque jour. Parfois, je me demande ce que ce serait si... Commença-t-il, mais il s'arrêta. Si quoi? Si tu pouvais être là. Vraiment. Pas en tant qu'employé, en tant que ma mère. Elena sentit sa gorge se serrer. Nico, tu sais... Je sais. Il lui toucha brièvement la main. Je sais que c'est comme ça que ça doit se passer. Parfois, je l'imagine, c'est tout. Ils restèrent silencieux quelques minutes. Dehors, la circulation commençait. À ralentir, le ciel virait à l'orange, annonçant la fin d'une nouvelle journée. Dans le petit appartement, mère et fils partageaient un moment d'intimité qui les soutiendrait pendant quelques heures supplémentaires de séparation forcée. « Je dois être de retour à l'école à 7 heures, dit finalement Elena. Je ferai le ménage après l'événement. Je sais. J'ai vu ton superviseur te parler aujourd'hui. Bien sûr qu'il l'avait vu. Nicolas avait tout observé, tout comme elle. Ils avaient tous deux développé une conscience accrue de leur environnement, toujours attentifs à toute situation susceptible de révéler le secret qu'ils partageaient. À 6h30, Elena était prête. Son uniforme était propre, ses cheveux étaient attachés en un chignon discret et ses chaussures étaient confortables pour une longue nuit de travail. Nicolas se préparait également, ajustant la cravate que l'école lui avait prêtée pour l'occasion. « Bonne chance », dit-elle en l'embrassant rapidement sur le front. « Merci, maman. » C'est toujours ainsi qu'elle se disait au revoir quand personne ne pouvait les entendre. « Maman », un mot simple qui exprimait tout l'amour qu'elle ne pouvait exprimer publiquement. Le collège de l'Élysée était métamorphosé à l'arrivée d'Elena. Des lumières dorées illuminaient la façade, un tapis rouge recouvrait l'entrée principale et des voitures de luxe commençaient à arriver. Elena entra par l'entrée de service comme toujours, saluant les autres employés, eux aussi conviés à l'événement. La salle principale était décorée de fleurs blanches et dorées, de tables rondes recouvertes de nappes en lin et de cristaux reflétant les lumières du lustre central. C'était un décor,
d'élégance qu'Elena connaissait bien. Elle avait nettoyé des dizaines d'événements similaires au fil des ans. Mais ce soir-là, c'était différent. Ce soir-là, son fils serait au centre de l'attention. « Elena, tu es responsable du nettoyage discret pendant l'événement », a indiqué le superviseur. « Si quelqu'un renverse quelque chose, si les cendriers doivent être remplacés, etc. Ensuite, lorsque tout le monde part, nous effectuons un nettoyage complet. » Elena hocha la tête et se plaça discrètement sur le côté de la pièce, d'où elle pouvait observer sans se faire remarquer. Les invités commencèrent à arriver, des hommes en costumes impeccables, des femmes vêtues de robes plus chères qu'elles ne pourraient gagner en 6 mois, des jeunes gens qui respiraient l'assurance de ceux qui n'avaient jamais douté que le monde leur appartenait. Et puis, elle l'a vu, Eduardo Monterrey. 18 ans. 18 ans s'étaient écoulés depuis leur dernière présence dans la même pièce, et Elena avait l'impression que toutes ces années s'étaient envolées en un instant. Il était différent. Ses cheveux grisonnants aux tempes, ses rides inédites autour des yeux, une gravité dans son maintien qui trahissait une accumulation de responsabilités et de pouvoir. Mais c'était indéniablement lui. L'homme qu'elle avait aimé avec une intensité qui avait failli la détruire, l'homme dont le fils avait grandi sans jamais connaître son père. Eduardo saluait les autres invités, souriait aux caméras qui filmaient l'événement et parlait avec le naturel de quelqu'un né dans ce monde. Elena s'obligeait à respirer lentement. Il ne la verrait pas. Les gens comme Eduardo Monterrey ne voyaient pas les gens comme elle. Pour lui, elle ne serait qu'un élément du décor, aussi invisible que les fleurs sur les tables. Le cocktail. D'ouverture se déroula sans incident. Elena se déplaçait discrètement, ramassant les verres vides, nettoyant les petits accidents, restant dans l'ombre. Son attention était partagée entre son travail et l'observation attentive d'Eduardo, qui semblait parfaitement à l'aise dans son élément naturel. Au moment des discours, les invités ont pris place à leur table. Elena s'est installée, au fond de la salle, près de la sortie de service. Le directeur est monté sur la petite estrade installée pour l'occasion et a commencé à parler de l'importance des bourses et de l'engagement de l'école en faveur de l'excellence et de l'inclusion sociale. « Et maintenant, » a déclaré le directeur avec un sourire fier, « j'aimerais appeler sur scène l'un de nos boursiers les plus brillants, qui représente si bien le succès de notre programme de bourse, Nicolas Anders. » Elena sentit son cœur s'emballer lorsque Nicolas monta sur scène. Il était élégant, sûr de lui, mais elle percevait une légère nervosité dans la façon dont il ajustait sa cravate avant de prendre la parole. Elle connaissait chacun de ses gestes, chacune de ses expressions, chaque nuance de sa personnalité. « Bonsoir », commença Nicolas d'une voix claire et posée qui résonna dans la salle. « Je m'appelle Nicolas Anders, et il y a 4 ans, j'ai eu l'honneur d'être admis comme étudiant boursier à l'Élysée. » Elena observait les visages du public, une attention respectueuse, quelques sourires condescendants, la satisfaction de ceux qui se sentent bien dans leur action caritative. Eduardo était assis à une table près de la scène, et elle pouvait clairement voir son profil. Il semblait intéressé par le discours, mais il n'y avait aucun signe de reconnaissance, aucun soupçon qu'il regardait son propre fils. « Quand je suis arrivé ici, » poursuit Nicolas, « je venais d'une réalité bien différente de celle que vous connaissez. Ma mère travaillait de longues heures par jour pour subvenir à nos besoins essentiels, et pourtant elle m'a toujours encouragé à étudier, à rêver grand, à croire que je pouvais devenir ce que je voulais. » La voix de Nicolas devint plus émue, et Elena sentit ses yeux se remplir de larmes. Il parlait d'elle, même indirectement, même si personne ne le savait. « Ce que j'ai appris ici, » a déclaré Nicolas, « c'est que le talent n'a pas de classe sociale. La détermination n'a pas d'adresse, et que parfois les personnes les plus importantes dans nos vies sont celles qui travaillent dans l'ombre, qui font des sacrifices silencieux pour que les autres puissent briller. » C'est alors que cela arriva. Elena s'était légèrement déplacée pour mieux voir la scène, mais elle n'avait pas réalisé qu'elle tenait un seau d'eau de nettoyage. Un des serveurs passa précipitamment devant elle, renversa le seau, et l'eau gicla sur le sol avec un bruit qui résonna dans la salle. Toutes les têtes se tournèrent. Un silence gêné et instantané s'installa. Elena se pencha vivement pour ramasser le seau, les joues brûlantes de honte. C'était exactement le genre de situation qu'elle avait passé des années à essayer d'éviter.
attirer l'attention sur elle lors d'un événement important. « Regardez », dit une voix masculine suffisamment forte pour être entendue par plusieurs personnes. C'était l'un des élèves de terminale, le fils d'un banquier réputé. La femme de ménage a réussi à salir « La moquette !» Des rires étouffés commencèrent à circuler autour des tables. Elena gardait la tête baissée, concentrée sur l'éponge, souhaitant disparaître. Certains convives chuchotaient entre eux, d'autres la désignaient discrètement du doigt. Quelqu'un devrait apprendre au personnel de nettoyage à ne pas se promener pendant les événements importants, a commenté une femme à voix haute, provoquant encore plus de rire. Elena ressentait chaque mot comme une gifle. Des années d'humiliation mineure, d'invisibilité, de ravalement de fierté pour protéger l'avenir de son fils, tout cela convergeait vers ce moment de cruelle révélation. Elle avait envie de s'enfuir, de se cacher dans la salle de bain jusqu'à la fin de l'événement, de faire comme si de rien n'était. Mais elle aperçut alors Nicolas sur scène. Il avait cessé de parler et la regardait droit dans les yeux. Il n'y avait aucune honte dans ses yeux. Il y avait de la fureur, une colère froide et contenue qu'elle reconnut immédiatement, car c'était la même colère qu'elle ressentait chaque fois qu'elle voyait quelqu'un rabaisser des gens honnêtes et travailleurs. « Excusez-moi », dit Nicolas dans le micro, sa voix coupant les rires et les murmures. « Excusez-moi. » La salle redevint silencieuse, mais maintenant c'était un silence tendu et plein d'attente. Nicolas descendit de scène d'un pas décidé. Elena le vit approcher et fut prise de panique. Pas comme ça, pas devant tout ce monde. Elle secoua la tête presque imperceptiblement, essayant de le dissuader, mais c'était trop tard. « Tu veux en savoir plus sur le sacrifice ?» demanda Nicolas en s'arrêtant près d'Elena, toujours accroupie par terre. « Tu veux en savoir plus sur le dévouement, sur le travail en coulisses, pour que les autres puissent briller ?» Il lui tendit la main pour l'aider à se relever. Elena hésita une seconde, mais la détermination dans le regard de son fils la fit accepter son aide. Elle se leva, tenant toujours le chiffon, complètement exposé devant 200 personnes qui l'observaient avec curiosité et gêne. « Cette femme, dit Nicolas, sa voix résonnant clairement dans le couloir, se lève tous les jours à 4h30. Elle travaille 12 heures par jour. Elle n'a jamais manqué une journée de travail en 4 ans. Elle connaît tous les recoins. De cette école mieux que vous tous. » Elena sentit les larmes couler sur son visage. Elle voulait arrêter Nicolas, le protéger des conséquences de ses actes, mais ses jambes lui semblaient enracinées dans la terre. « Tu as ri quand elle a renversé de l'eau. » Continua Nicolas, la voix plus intense. « Tu as ri d'une femme qui consacre sa vie à garder cet endroit impeccable pour toi. Tu as ri de quelqu'un qui travaille pour que tu te sentes à l'aise lors de tes événements prestigieux. » Le silence était désormais absolu. Pas un murmure, pas un mouvement. Même les serveurs avaient cessé de circuler. « Et tu sais pourquoi elle fait ça ?» Nicolas regarda droit dans les yeux, les caméras qui filmèrent l'événement, puis le public. Sous le choc, « Tu sais pourquoi elle accepte d'être traitée comme invisible? Pourquoi elle digère les humiliations? Pourquoi elle travaille jusqu'à en perdre la tête ?» Elena ferma les yeux. Elle savait ce qui allait suivre, et il n'y avait aucun moyen de l'arrêter. « Parce que c'est ma mère. » Les mots explosèrent dans la salle comme une bombe. Le silence qui suivit fut assourdissant. Elena ouvrit les yeux et vit des visages choqués, des bouches béantes, des caméras braquées sur eux. Et au fond, à l'une des tables près d'eux, à la scène, elle vit Eduardo Monterrey se lever lentement, le visage pâle comme du papier. « C'est ma mère. » répéta Nicolas plus bas maintenant, mais toujours audible pour tous. Elena Anders, la femme la plus forte, la plus courageuse et la plus dévouée que je connaisse. Celle qui a tout sacrifié pour que je sois là aujourd'hui. Nicolas se tourna vers Elena et, ignorant complètement le public, la serra dans ses bras. Elle se laissa envelopper dans les bras de son fils, sentant 18 ans de secrets et de silence s'évanouir autour d'eux. Lorsqu'ils se séparèrent, la pièce était encore totalement silencieuse. Mais ce silence était différent, non pas celui de la surprise ou de l'inconfort, mais celui d'une forme de respect, ou peut-être de la gêne face à son propre comportement. C'est alors qu'Elena vit Eduardo s'approcher. Il avait quitté sa table et marchait vers eux, les yeux fixés non pas sur Nicolas mais sur elle. 18 années de distance s'aplanirent en quelques secondes, et Elena se retrouva face à l'homme qu'elle avait aimé et perdu,
qu'elle avait laissé partir, sans jamais savoir qu'il portait son enfant. Eduardo s'arrêta à quelques pas. Son regard parcourut le visage d'Elena, puis revint à Nicolas, et elle vit le moment précis où il comprit. Les similitudes qu'elle voyait chaque jour, celles qu'elle avait appris à craindre et à cacher, étaient évidentes pour quiconque savait où regarder. La forme de ses yeux, la façon dont il inclinait la tête, l'élégance de ses gestes, Nicolas était indéniablement un Monterrey. « Elena », dit Eduardo, la voix rauque d'émotion. C'était la première fois depuis 18 ans qu'il prononçait son nom. Elle le fixa du regard, sentant le monde tourner autour d'elle. Toutes les explications qu'elle avait préparées, tous les scénarios qu'elle avait imaginés pour de possibles retrouvailles s'évanouirent. Elle ne put que regarder l'homme qu'elle avait aimé, qu'elle avait perdu, et qu'elle découvrait maintenant comme le grand-père du petit-fils dont elle ignorait l'existence. « C'est vrai ?» demanda Eduardo d'une voix à peine audible. « Est-ce qu'il ?» Elena hocha la tête, incapable de parler. Nicolas les regarda tour à tour, commençant à comprendre qu'il y avait quelque chose de plus en jeu que la simple humiliation dont il avait été témoin. La salle commença à s'agiter. Les murmures se répandirent comme des vagues. Les caméras s'agitèrent. Et Elena comprit que la vie telle qu'elle la connaissait était terminée. Il n'y avait plus de retour en arrière, plus de secret. La vérité était exposée, crue et inévitable, devant toute l'élite de São Paulo et les caméras qui allèrent la diffuser au monde entier. Eduardo fit un pas de plus vers elle, tendant la main comme pour la toucher, mais Elena recula instinctivement. 18 ans de souffrance, de solitude, à élever seul un enfant, alors qu'il vivait sa vie de privilégié, tout cela s'était dressé entre eux comme un mur infranchissable. « Non », murmura-t-elle, « pas ici, pas comme ça. » Et puis Elena fit ce qu'elle avait fait 18 ans auparavant. Elle s'enfuit, laissant Eduardo derrière elle, emportant avec elle seulement ce qui comptait vraiment. Son fils, qui courait, après elle sans hésiter, abandonnant la scène, le discours et toute la vie soigneusement construite, qui s'était effondrée en quelques minutes. Mais cette fois, contrairement à 18 ans plus tôt, Eduardo Monterrey ne s'est pas contenté de regarder la femme qu'il aimait disparaître. Cette fois, il s'est lancé à sa poursuite. Elena courait dans les couloirs du collège Élysée comme si elle fuyait un incendie. Ses pas résonnaient sur les murs qu'elle connaissait si bien, mais maintenant tout lui semblait différent, étrange. Comme si elle était une intruse dans l'endroit même où elle travaillait depuis des années. Nicolas la poursuivit en l'appelant, mais elle ne pouvait s'arrêter. Elle avait besoin de sortir de là, de réfléchir, de digérer ce qui venait de se passer. « Maman, attends !» La voix de Nicolas la fit enfin ralentir. Ils étaient sur le parking des employés, loin des lumières dorées et des regards indiscrets du hall principal. Elena se retourna, haletante, les larmes ruisselant sur son visage. « Nico, qu'as-tu fait? Qu'est-ce qu'on a fait ?»« J'ai fait ce que j'aurais dû faire il y a des années. » Nicolas s'approcha et la prit doucement par les épaules. « Je ne pouvais plus te regarder te faire humilier. Je ne pouvais plus faire semblant de ne pas te connaître. Mais maintenant, tout a changé. Tout. » Elena se retourna, comme si elle s'attendait à voir toute l'élite de São Paulo courir après elle. « Ta bourse, ton avenir, nos vies. Notre vie est basée sur des mensonges. » Interrompit Nicolas. « Maman, j'en ai assez de nous cacher. J'en ai assez de te voir te rabaisser pour que je puisse briller. » Elena s'apprêtait à répondre lorsqu'elle entendit des pas s'approcher. Eduardo Monterrey apparut à l'entrée. Du parking, ayant ôté sa veste de smoking, la cravate dénouée, les cheveux légèrement ébouriffés. Malgré cela, ou peut-être à cause de cela, il était plus beau que dans le souvenir d'Elena. « Elena, s'il te plaît. » Eduardo s'arrêta, à une distance respectueuse, mais ne la quitta pas des yeux. « Il faut qu'on parle. » « Nous n'avons rien à nous dire, » répondit Elena, se plaçant instinctivement entre Eduardo et Nicolas. C'était un geste protecteur qu'elle avait perfectionné pendant 18 ans. « Oui, c'est vrai. » Eduardo regarda Nicolas, et Elena vit une lueur dans son regard. « On a 18 ans pour se parler. » Le silence qui suivit fut empli de tension. Nicolas les regarda tour à tour, commençant à relier des points qui n'étaient jusque-là que de vagues soupçons. Elena sentit son cœur battre si fort qu'elle était sûre qu'ils l'entendaient tous les deux. « Tu es mon père. » Ce n'était pas une question. Nicolas prononça ces mots avec la même assurance qu'il avait déclaré qu'Elena était sa mère.
Eduardo ferma les yeux un instant, comme pour absorber l'impact des mots. Lorsqu'il les rouvrit, ils étaient humides. « Je ne savais pas, » dit-il en regardant Elena droit dans les yeux. « Je jure par tout ce qui est sacré, je ne savais pas. »« Bien sûr que tu ne le savais pas. » La voix d'Elena était plus amère qu'elle ne l'aurait voulu. Tu étais trop occupé à épouser Isabella Montenegro pour consolider l'entreprise familiale. À la mention du nom d'Isabella, Eduardo recula comme s'il avait reçu un coup de poing. « Comment as-tu fait? Comment j'ai su ?» rit Elena sans humour. « Je l'ai lu dans les journaux, Eduardo. Comme tout Sao Paulo. Le mariage de l'année, l'union de deux des familles les plus puissantes du pays. 3 mois après que tu m'aies dit que tu m'aimais. » Nicolas regardait l'un puis l'autre comme s'il regardait une pièce de théâtre, essayant de comprendre une histoire qui avait commencé bien avant sa naissance. « Elena, tu ne comprends pas. » Eduardo fit un pas en avant. « Je ne voulais pas l'épouser. J'y ai été forcé. Mon père a dit que si je ne le faisais pas, il détruirait tout ce que j'avais construit, tous les projets sociaux de l'entreprise pharmaceutique, tous ceux qui dépendaient de moi. Et je n'étais qu'une distraction temporaire, n'est-ce pas ?» Elena sentit toute la douleur de 18 ans refaire surface. La fille de la femme de ménage qui nettoyait les bureaux de votre entreprise, parfaite pour quelques semaines de plaisir, mais pas pour la ramener à la maison. « Non !» La voix d'Eduardo résonna dans le parking. « Tu n'as jamais été une distraction, tu es la seule femme que j'ai jamais vraiment aimée. » Elena secoua la tête, refusant de le croire. « Alors pourquoi ne t'es-tu pas battue pour moi? Pourquoi l'as-tu choisi? » « Parce que j'étais un lâche. » Eduardo avoua dans un soupir douloureux. « Parce que j'avais 25 ans et que j'étais terrifié à l'idée de décevoir mon père, de perdre tous ceux qui, selon moi, définissaient qui j'étais. Mais Elena, je t'ai cherché. À mon retour de lune de miel, je suis allé à ton appartement, à ton travail. Tu étais partie. Parce que j'étais enceinte. » Les mots jaillirent d'Elena avec une force qui la surprit. « J'étais enceinte et terrifiée. Et tu étais mariée à une autre femme, qu'étais-je censé faire? Frapper à ta porte et dire « Salut, tu te souviens de moi? J'attends ton bébé. » Eduardo pâlit. « Tu as pensé à me le dire ?» Elena regarda Nicolas, qui absorbait chaque mot de la conversation avec une expression mêlant fascination et douleur. « Tous les jours, » admit-elle. « Pendant des mois, chaque jour, j'ai pensé à t'appeler, à venir dans ton entreprise, à t'envoyer une lettre. Mais ensuite, j'ai vu vos photos dans les journaux. Souriante, heureuse, et j'ai compris que je n'avais pas ma place dans cette vie. »« Heureux ?» rit amèrement Eduardo. « Elena, mon mariage avec Isabella a duré exactement 2 ans. 2 ans de faux semblants, de mensonges, de tentatives infructueuses de construire quelque chose de réel sur des fondations pourries. Nous avons divorcé parce que nous ne pouvions même plus faire semblant de nous supporter. » Cette information frappa Elena comme un éclair. Elle savait qu'Eduardo avait divorcé. Impossible de ne pas le savoir, vu que le divorce avait été aussi largement médiatisé que le mariage. Mais elle n'en apprenait jamais les détails et ne se laissait jamais aller à la recherche des raisons. « 2 ans, répéta-t-elle. Nicolas avait 2 ans quand vous avez divorcé. Et je ne savais même pas qu'il existait. » Eduardo regarda son fils avec une expression de profonde perte. « 2 ans que j'aurais pu être là. 18 ans d'anniversaire. Manquer de premiers mots que je n'ai pas entendus, de nuits où tu as passé des nuits blanches alors qu'il était malade et que je ne savais même pas que j'avais un fils à charge. » Nicolas, resté silencieux pendant toute la discussion, prit enfin la parole. « Où étais-tu quand j'étais petit ?» Eduardo se tourna complètement vers lui et Elena vit des larmes dans les yeux de l'homme qu'elle avait appris à haïr et à aimer dans une égale mesure. « J'étais perdu, » dit simplement Eduardo. « Je travaillais 20 heures par jour pour oublier ta mère. J'essayais de construire quelque chose qui avait du sens puisque j'avais perdu la seule chose qui comptait vraiment. Je créais des programmes de bourse, je finançais des projets sociaux, je tentais de compenser ma lâcheté au moment le plus crucial. » « Les programmes de bourse, » murmura Nicolas. « La bourse que j'ai gagnée. »« C'est financé ?»« Par Monterrey Lab, » confirma Eduardo. « Nous avons créé le programme 6 mois après mon divorce. J'essayais de trouver un moyen de rendre hommage à ce que je ressentais pour ta mère. Je n'aurais jamais imaginé ça. »« Que vous payiez pour l'éducation de votre propre fils, » ajouta Elena, ressentant une ironie amère dans la situation. « Mon Dieu !» Eduardo se passa la main dans les cheveux. « Pendant toutes ces années,
Tu as élevé notre fils seul. Tu as travaillé comme agent d'entretien à l'école, où il étudiait grâce à une bourse que j'avais financée. C'est comme si l'univers se moquait de nous tous. Elena sentit ses jambes faiblir. L'adrénaline de la révélation retombait et la réalité commençait à s'imposer. « Eduardo, tu ne comprends pas. Ça ne change rien. Tu as peut-être créé des programmes de bourse. Tu as peut-être divorcé. Tu m'as peut-être cherché il y a 18 ans. Mais j'ai élevé Nicolas seul. J'ai cumulé 3 emplois quand il était petit. Je veillais toute la nuit quand il avait de la fièvre et je n'avais pas les moyens de payer un médecin privé. J'allais à tous les événements scolaires, à toutes les réunions parents-professeurs, à tous les spectacles, toute seule. Et tu as fait un travail incroyable. » Eduardo regarda Nicolas avec une fierté sincère. « Il est extraordinaire. Elena, intelligent, courageux, honnête. Tout ce qu'il est, il te le doit. N'essayez pas de me séduire avec des compliments, » dit Elena, mais sa voix était moins ferme qu'elle ne l'aurait voulu. « Ce n'est pas de la stratégie, c'est la vérité. » Eduardo fit un pas de plus vers elle. « Elena, je sais que je n'ai pas le droit de demander quoi que ce soit. Je sais que je ne peux pas remonter le temps et réparer mes erreurs, mais je peux essayer de construire quelque chose à partir de maintenant, avec vous deux. » « Non. » Elena secoua vigoureusement la tête. « Non, Eduardo. Tu ne peux pas débarquer après 18 ans et vouloir faire partie de nos vies. Ça ne marche pas comme ça. »« Pourquoi pas ?» demanda Nicolas, surprenant les deux adultes. Elena se tourna vers son fils, incrédule. « Nico. »« Maman, j'ai passé toute ma vie à penser à mon père, à rêver de lui, à imaginer ce que ce serait s'il apparaissait un jour. Et maintenant, il est là. »« Il ne restera pas, » dit Elena en regardant Eduardo droit dans les yeux. « Les gens comme lui ne restent pas avec des gens comme nous. Quand l'attrait de la nouveauté s'estompera, quand la culpabilité se dissipera, il retournera dans son monde, et nous aurons à nouveau le cœur brisé. »« Tu as tort, » dit Eduardo avec une fermeté à laquelle Elena ne s'attendait pas. « J'ai commis l'erreur de te laisser partir une fois. Je ne recommencerai pas. »« Tu ne m'as pas laissé partir, » rétorqua Elena. « Tu m'as rejeté. Tu as préféré l'argent et le statut social à l'amour. Et je le regrette chaque jour depuis. » Eduardo était maintenant assez près pour qu'Elena puisse voir les petites rides autour de ses yeux, les marques que les années avaient laissées sur ce visage qu'elle avait tant aimé. « Elena, je sais que tu n'as aucune raison de me faire confiance. Je sais que je ne mérite pas une seconde chance, mais je te le demande quand même. » Elena regarda Nicolas, qui observait leur conversation avec une expression pleine d'espoir, qui lui brisa le cœur. 18 ans à protéger son fils, 18 ans à être fort, 18 ans à se suffire à eux deux. Et maintenant, Nicolas regardait son père avec les mêmes yeux qu'elle avait vus dans le miroir lorsqu'elle était jeune et amoureuse. « Tu ne comprends pas, » dit-elle finalement. « Il ne s'agit pas que de nous. Demain matin, l'histoire sera dans tous les journaux. Les photos, les vidéos, tout. Ta réputation, ton entreprise, ta vie sociale, tout sera remis en question. Et quand cela arrivera, quand tu réaliseras le prix à payer pour t'associer publiquement à nous, tu disparaîtras à nouveau. »« Laisse-moi m'occuper de ma réputation, » dit Eduardo. « La seule chose qui compte, c'est que je t'ai retrouvé. J'ai retrouvé mon fils, j'ai retrouvé la femme que je n'oublierai jamais. » Elena sentit les défenses qu'elle avait construites au fil des ans commencer à craquer. Le regard d'Eduardo était exactement le même qu'il y a 18 ans, comme si elle était la chose la plus précieuse au monde. « Maman, » dit doucement Nicolas, « on pourrait peut-être essayer ?» Elena regarda son fils, vit l'espoir dans ses yeux et sentit son cœur se briser. Comment pouvait-elle refuser à Nicolas la chance de rencontrer son père? Comment pouvait-elle se priver de découvrir si l'amour qu'elle avait éprouvé pour Eduardo subsistait après tant d'années? « J'ai besoin de temps, » dit-elle finalement. « J'ai besoin de digérer tout ça. Et vous deux, vous devez apprendre à vous connaître sans moi. » Eduardo hocha la tête. « Combien de temps te faut-il ?»« Je ne sais pas. » Elena était honnête. « Peut-être des jours, peut-être des semaines. Je ne sais pas si je pourrais à nouveau te faire confiance, Eduardo. Je ne sais pas si je devrais. »« Alors laisse-moi te prouver que j'ai changé, » dit-il. « Laisse-moi te montrer que cette fois, je ne fuirai pas quand les choses se corseront. » Elena s'apprêtait à répondre lorsqu'elle entendit des voix s'approcher.
Un groupe de personnes avait quitté la salle et se dirigeait vers le parking. Parmi eux, Elena reconnut certains des invités les plus importants de la soirée, dont des journalistes qui avaient couvert l'événement. « Merde », marmonna Eduardo. « La presse. »« Il faut qu'on sorte d'ici », dit Elena en se mettant en mode protection automatique. « Nicolas, on y va. »« Attends !» Eduardo lui saisit doucement le bras. « Tu ne peux pas disparaître comme ça, pas encore. Regardez-nous. » Que répondit Elena. Mais avant qu'elle ne puisse s'éloigner, les premiers journalistes les rattrapèrent. « Monsieur Monterrey !» Une femme s'approcha rapidement avec un micro. « Est-il vrai que le jeune homme qui a prononcé ce discours est votre fils ?» Les flashs des appareils photos se mirent à s'activer et Elena fut prise de panique. C'était exactement ce qu'elle redoutait. L'exposition, l'attention publique, la transformation de leur vie privée en divertissement pour le grand public. « Ne lui posez pas de questions », dit Eduardo en se plaçant entre Elena et les journalistes. « Si vous voulez interviewer quelqu'un, parlez-moi. » « Mais monsieur Monterrey, est-il vrai que vous avez eu une relation avec une employée et que vous avez un fils non reconnu ?» Elena vit Eduardo se raidir, mais il garda son calme. « Je ne parlerai pas de ma vie privée avec vous. Veuillez respecter au minimum la vie privée des personnes concernées. Quelles sont les conséquences pour Monterrey Lab? Les actionnaires savent-ils que vous avez un héritier non déclaré ?» C'était la question qu'Elena attendait, celle qui confirmerait toutes ses craintes quant aux conséquences financières et sociales d'une association publique d'Eduardo avec eux. Mais la réponse d'Eduardo la surprit. Monterrey Lab a toujours été une entreprise engagée en matière de responsabilité sociale, dit-il calmement. Si j'apprends que j'ai un fils, cela ne fera que renforcer mon engagement envers les programmes qui aident les jeunes talents, quel que soit leur milieu social. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'aimerais avoir une conversation privée avec ma famille. Ma famille. Ces mots frappèrent Elena comme un éclair. Eduardo avait publiquement admis qu'ils étaient en sa famille, devant les caméras, devant les journalistes qui allèrent diffuser l'information dans tout le pays. Elena prit Nicolas par la main et se dirigea rapidement vers l'arrêt de bus. Mais Eduardo la suivit, ignorant les cris des journalistes derrière eux. « Elena, s'il te plaît, ne t'enfuis plus. » Elle s'arrêta au milieu du trottoir et se tourna vers lui. « Tu sais ce que tu viens de faire. Tu as admis publiquement que nous sommes ta famille. Demain, ce sera dans tous les journaux du pays. » E.T. Et rien de tout ça n'est réel. Les mots furent plus forts qu'Elena ne l'aurait voulu. « Tu ne me connais plus, Eduardo. Je ne suis plus la jeune fille de 22 ans tombée follement amoureuse de toi. Je suis une femme de 47 ans, fatiguée, ridée, les mains calleuses à force de travailler. Je nettoie les salles de bain, Eduardo. Je me lève à 4 heures du matin et je travaille jusqu'à n'en plus pouvoir. C'est ma réalité. Et tu crois que ça compte pour moi ?» Eduardo était sincèrement perplexe. « Elena, je ne suis pas tombé amoureux de toi parce que tu étais jeune ou belle, même si tu l'es toujours. Je suis tombé amoureux de toi parce que tu étais courageuse, déterminée, honnête. Parce que tu me voyais comme une personne, pas comme un compte en banque. Parce qu'avec toi, je me suis senti authentique pour la première fois de ma vie. » Elena sentit ses larmes lui revenir. « Tu ne comprends pas. Nos mondes sont trop différents. Tu proposes des dîners au restaurant qui coûtent ce que je gagne en un mois. Tes vêtements coûtent plus cher que mon loyer. Comment est-ce possible ?»« Comme il y a 18 ans, répondit simplement Eduardo, avec amour. » Nicolas, qui avait suivi toute la discussion en silence, prit enfin la parole. « Puis-je donner mon avis ?» Les deux adultes se tournèrent vers lui. « Vous avez tous les deux peur, » dit Nicolas avec la sagesse de quelqu'un qui a grandi en observant le monde des adultes de l'extérieur. « Maman, tu as peur d'être blessé à nouveau. Et toi ?» Il regarda Eduardo. « Tu as peur de ne pas être assez bien pour rattraper 18 ans d'absence. » Elena et Eduardo restèrent silencieux, absorbant les paroles du jeune homme. « Mais tu sais ce que je pense. »« Continua Nicolas. « Je pense que vous devriez essayer. Pas pour moi, même si j'adorerais rencontrer mon père, mais pour vous deux. Parce qu'il y a 18 ans, vous vous aimiez. Et d'après ce que je viens de voir, vous vous aimez toujours. » Elena regarda Eduardo, vit la vulnérabilité dans son regard et sentit quelque chose bouger dans sa poitrine. C'était de la peur, de l'espoir, de l'amour, de la terreur, tout cela mêlé à une émotion si intense qu'elle avait du mal à respirer. « Je dois rentrer à la maison, dit-elle finalement. J'ai besoin de réfléchir à tout ça loin d'ici, loin de toi. »
Eduardo hocha la tête, mais avant qu'elle ne puisse s'éloigner, il lui toucha doucement le bras. « Elena, je sais que tu n'as aucune raison de me croire, mais je vais te prouver que j'ai changé. Je vais te prouver que cette fois je ne partirai pas. » Elena le fixa pendant un long moment, mémorisant le visage qui hantait ses rêves depuis près de 2 décennies. « Comment ?» demanda-t-elle. « Comment vas-tu le prouver ?» Eduardo sourit, et, pour la première fois depuis leur retrouvaille, Elena aperçut le jeune homme dont elle était tombée amoureuse. « Je serai là, » dit-il simplement, « tous les jours, si nécessaire, jusqu'à ce que tu crois que je ne disparaîtrai pas. » Elena secoua la tête, mais ne put réprimer un léger sourire. C'était exactement le genre de réponse obstinée qu'Edward aurait donnée quand ils étaient jeunes. « Viens, Nico, » dit-elle en prenant son fils par le bras. « On a beaucoup de choses à se dire. » Alors qu'ils marchèrent vers l'arrêt de bus, Elena entendit Eduardo les appeler derrière eux. « Hélène !» Elle s'est retournée. « Je n'ai jamais cessé de t'aimer !» cria-t-il, ignorant complètement les passants qui s'étaient arrêtés pour observer la scène. « Jamais !» Elena sentit son cœur s'emballer et ses joues s'enflammer. C'était exactement le genre de déclaration publique et théâtrale qu'Eduardo faisait souvent lorsqu'ils étaient jeunes, impulsive, intense, sans aucun respect des conventions sociales. Elle ne répondit pas, mais elle ne put s'empêcher de sourire tandis qu'elle et Nicolas montaient dans le bus qui les ramenait chez eux. Pendant tout le trajet, Nicolas l'observa avec curiosité. « Tu l'aimes toujours, n'est-ce pas ?» demanda Nicolas alors qu'ils étaient presque à la maison. Elena regarda par la fenêtre, observant les lumières de la ville défiler. « Peu importe, Nico. »« Bien sûr que c'est important, c'est la seule chose qui compte. » Elena soupira. « C'est compliqué. »« L'amour est toujours compliqué, » dit Nicolas avec la sagesse de quelqu'un qui a grandi en regardant sa mère seule. « Mais parfois, ça vaut le coup. » Arrivée à l'appartement, Elena s'assit sur le canapé et laissa enfin toute la tension de la nuit l'envahir. Elle pleura de soulagement, de peur, d'espoir, de douleur. Nicolas s'assit à côté d'elle et la serra dans ses bras, et pour la première fois depuis 18 ans, Elena s'autorisa à penser que peut-être, juste peut-être, il n'aurait pas à affronter le monde seul. Le lendemain matin arriva avec la force d'un ouragan. Elena fut réveillée par la sonnerie persistante du téléphone, et lorsqu'elle regarda l'heure, il n'était que 6 heures du matin. Dehors, elle entendit des voix, des mouvements étranges, dans la rue habituellement silencieuse. « Maman », dit Nicolas sur le seuil de la chambre, toujours en pyjama, son téléphone à la main. « Il y a du monde en bas, des journalistes. » Elena se leva rapidement et alla à la fenêtre. Devant le bâtiment, une petite foule se rassemblait, caméras, micros, quarts de télévision. Sa vie était devenue un spectacle public du jour au lendemain. Le téléphone sonna de nouveau. Elena répondit avec appréhension. « Elena ?» C'était la voix de Marisa, sa surveillante à l'école. « Tu as vu les infos ? » ?»« Quelle nouvelle ? Allume la télé, la chaîne du matin, n'importe quelle chaîne. » Elena se précipita dans le salon, Nicolas tenant déjà la télécommande à la main. La première image qui apparut, à l'écran la montra, accroupie sur le sol du collège Élysée, ramassant le seau d'eau renversé. Le récit du journaliste était dramatique. La femme de ménage humiliée qui se révéla être la mère de l'héritier millionnaire. « Mon Dieu !» murmura Elena en tombant sur le canapé. L'histoire continuait en montrant le moment où Nicolas avait crié qu'elle était sa mère, la confrontation sur le parking et Eduardo ayant publiquement admis qu'ils étaient de sa famille. Il y avait même une vieille photo d'Elena et d'Eduardo ensemble, que quelqu'un avait trouvée quelque part, probablement un ancien employé de Monterey Lab. Elena Anders, 47 ans, travaille comme femme de ménage depuis plus de 10 ans. Poursuit le journaliste. Son fils Nicolas, 18 ans, est boursier du prestigieux collège Élysée et vient d'être identifié comme le fils non reconnu de l'homme d'affaires Eduardo Monterey, propriétaire de la société pharmaceutique Monterey Lab, valorisée à plus de 2 milliards de réaux. Le téléphone sonna à nouveau. Cette fois, c'était un numéro inconnu. « Bonjour, Madame Helena, vous êtes dans l'émission Sida de Alerta. Nous aimerions vous interviewer en exclusivité sur votre relation avec Eduardo Monterey. » Elena raccrocha aussitôt, mais le téléphone sonna de nouveau quelques secondes plus tard. Une autre émission, une autre demande d'interview. Nicolas se raccrocha. « Ils ne nous laisseront pas tranquilles.
dit Elena en se passant la main dans les cheveux. « Je savais que ça arriverait. » La sonnette de l'appartement retentit. Elena et Nicolas échangèrent un regard. « Ne réponds pas, » murmura-t-elle. Mais la sonnette retentissait sans cesse, avec insistance. Puis ils entendirent une voix familière dehors. « Elena, c'est moi, Eduardo, s'il te plaît, ouvre. » Nicolas s'approcha de l'interphone. « Comment es-tu arrivé ici? Il y a des journalistes en bas. » « Je suis entré par le parking du bâtiment à l'arrière. Elena, j'ai besoin de te parler. » Elena hésita, mais fit un signe de tête à Nicolas, qui ouvrit la porte. Quelques minutes plus tard, Eduardo frappa à la porte de l'appartement. Lorsqu'Elena ouvrit, elle fut choquée par son apparence. Il portait les mêmes vêtements que la veille, froissés, les cheveux en bataille et des cernes sous les yeux. « Tu as dormi ?» demanda-t-elle, incapable de s'en empêcher. « Comment ai-je pu dormir ?» Eduardo entra dans l'appartement en regardant autour de lui. C'était la première fois qu'il y mettait les pieds, et Elena ressentit un étrange mélange de honte et de défi. L'appartement était petit, simple, mais propre et bien rangé. Chaque meuble avait été acheté au prix de grands efforts. Chaque objet portait une histoire de sacrifice. « Eduardo, tu ne devrais pas être là, » dit Elena. « Les journalistes. » « Au diable, les journalistes !» Eduardo se tourna vers elle, et Elena vit dans ses yeux quelque chose qu'elle n'avait pas vu la veille, une détermination absolue. « Elena, il faut qu'on parle. Tous. » Les trois. De la suite. « Et après ?» rit Elena sans humour. « Dans quelques jours, l'intérêt des médias s'estompera, tu reprendras ta vie normale et Nicolas et moi devrons faire face aux conséquences de la destruction de notre vie privée. » « Non, » dit Edward fermement, « ce n'est pas ce qui va se passer. » Nicolas, resté silencieux, prit enfin la parole. « Que veux-tu dire ?» Eduardo se tourna vers son fils et Elena vit des larmes dans ses yeux. « J'ai perdu 18 ans de ta vie, Nicolas. 18 ans à te voir grandir, à t'aider à faire tes devoirs, à t'emmener jouer au ballon au parc. Je ne vais pas manquer un jour de plus. »« Eduardo, » commença Elena, mais il l'interrompit. « Et toi ?» se tourna-t-il vers elle. « Tu as passé 18 ans à élever notre fils seul, à cumuler 3 emplois, à te sacrifier, à renoncer à ta propre vie pour lui donner tout ce qu'il méritait. C'est fini. À partir d'aujourd'hui, tu n'auras plus jamais à te soucier d'argent. » Elena sentit une colère familière monter en elle. « Tu crois que c'est une question d'argent? Tu crois que tu peux débarquer ici et tout régler avec de l'argent? Non, je sais que ce n'est pas une question d'argent. » Eduardo fit un pas vers elle. « C'est une question de famille, c'est une question d'amour, c'est le fait que j'ai enfin le courage de me battre pour ce qui compte. » Le téléphone sonna à nouveau. Nicolas l'avait rebranché. C'était à nouveau Marisa. « Elena, il faut que tu saches, le conseil scolaire se réunit depuis 7 heures du matin. Les parents appellent, se demandant s'il est approprié d'avoir un employé qui a eu une relation avec l'un des bailleurs de fonds. » Elena sentit son monde s'écrouler. « Ils vont me virer. Je ne sais pas. Il serait peut-être préférable que tu ne viennes pas aujourd'hui. On verra comment les choses évoluent. » Quand Elena raccrocha, elle était pâle. Eduardo et Nicolas la regardèrent avec inquiétude. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda Nicolas. « Je risque de perdre mon travail. » Elena s'assit lourdement sur le canapé. « À cause de tout ça, je risque de perdre mon travail. »« Tu ne perdras rien. » Eduardo s'agenouilla devant elle et lui prit les mains. « Elena, j'ai assez d'influence pour m'assurer que... » « Non !» Elena retira brusquement ses mains. « Je ne veux pas que tu uses de ton influence pour me protéger. Je ne veux pas de faveur. Si je perds mon travail, j'en trouverai un autre. Pourquoi es-tu si têtu ?» Eduardo se leva, frustré. « Pourquoi refuses-tu d'accepter de l'aide ? » « Parce que je ne veux rien te devoir. » Les mots furent plus forts qu'Elena ne l'aurait voulu. « Parce que la dernière fois que je t'ai fait confiance, tu m'as abandonné. Parce que j'ai appris à ne compter que sur moi-même. J'avais 25 ans, Elena. J'étais un garçon gâté et lâche. Mais j'ai grandi. J'ai changé. Prouve-le-moi, dit Elena en croisant les bras. Prouve-le-moi. » Eduardo la regarda un long moment. Puis, il sortit son téléphone portable de sa poche et composa un numéro. « Roberto, c'est moi. J'ai besoin que tu organises une conférence de presse ce matin. Non, ce n'est pas à propos de l'entreprise. C'est personnel.
Je sais que tu trouves ça fou, mais c'est ce que je veux. À 13 heures, à l'hôtel Copacabana. Palace? Oui, j'ai bien dit Copacabana Palace. Je veux que ce soit un grand événement. Quand il a raccroché, Elena l'a regardé avec incrédulité. Avez-vous convoqué une conférence de presse? Admettre publiquement que Nicolas est mon fils et te demander de m'épouser. Le silence qui suivit fut absolu. Nicolas écarquilla les yeux, Elena resta bouche bée. Tu es devenu complètement fou, murmura Elena. Peut-être, mais j'ai aussi pété les plombs il y a 18 ans quand je t'ai laissé partir. Eduardo s'approcha d'elle à nouveau. Elena, je sais que tu as toutes les raisons de ne pas me faire confiance. Je sais que je t'ai blessé d'une manière peut-être impardonnable, mais je sais aussi que tu m'aimes toujours. Cela n'a pas d'importance, dit Elena, mais sa voix tremblait. Bien sûr que c'est important, c'est la seule chose qui compte. Eduardo lui toucha doucement le visage. Elena, je peux vivre sans argent, sans compagnie, sans statut social, mais je ne peux pas vivre sans toi, plus jamais. Elena sentit ses défenses s'effondrer, mais elle se força à tenir bon. Eduardo, tu ne comprends pas les implications de ce que tu proposes. Une conférence de presse? Un mariage? Tu seras ridiculisé. Tes amis, ta famille, tes associés, tous mettront en doute ta santé mentale. Qu'ils remettent ça en question. Eduardo sourit, et Elena reconnut le sourire obstiné dont elle était tombée amoureuse des années plus tôt. La seule opinion qui compte pour moi, c'est la tienne. Nicolas, qui avait observé silencieusement toute la conversation, prit enfin la parole. Maman, il t'offre exactement ce que tu as toujours voulu. De la reconnaissance, du respect public, une vraie famille. Elena regarda son fils, vit l'espoir dans ses yeux et sentit son cœur se briser. Nico, ce n'est pas si simple. Pourquoi pas, insista Nicolas. Vous vous aimez, je le vois bien, vous vous êtes toujours aimés. Parce que l'amour ne suffit pas toujours, dit Elena, mais les mots sortirent sans conviction. Eduardo s'agenouilla à nouveau devant elle, lui prit les mains, et cette fois elle ne résista pas. Elena, il y a 18 ans, j'ai laissé la peur décider pour moi. La peur de ce que, dirait mon père, de ce que penserait la société, de décevoir les attentes qu'on avait placées en moi. Et à cause de cette peur, j'ai perdu les 2 personnes les plus importantes de ma vie. Elena sentit des larmes couler sur son visage. Ce matin, continua Eduardo, quand je me suis réveillé et que j'ai vu notre histoire dans tous les journaux, quand j'ai lu les commentaires cruels à ton sujet, quand j'ai entendu les spéculations malveillantes sur notre relation, j'ai ressenti la même colère qu'hier soir quand ils se sont moqués de toi. Et j'ai compris que quoi qu'ils disent, quelles qu'en soient les conséquences, je ne te laisserai plus jamais affronter ça seul. Édouard, épouse-moi, dit-il simplement. Épouse-moi et laisse-moi passer le reste de ma vie à rattraper les 18 années perdues. Elena le regarda dans les yeux et y vit une sincérité absolue. Il n'y avait ni calcul ni stratégie, juste un amour brut, désespéré. « Et si ça ne marche pas ?» demanda-t-elle d'une voix à peine audible. « Et si on découvrait qu'on est trop différent maintenant? Alors au moins, on aura essayé, ensemble. » Elena ferma les yeux, ressentant le poids de 18 années de solitude, de lutte et de désir. Lorsqu'elle les rouvrit, Eduardo était toujours là, attendant patiemment. « La conférence de presse est à 13 heures ?» a-t-elle demandé. Eduardo hocha la tête. « Nous avons donc 5 heures pour que tu me convainques que tu ne t'enfuiras pas quand les choses se compliqueront. » Le sourire radieux qui éclaira le visage d'Eduardo se leva et la serra dans ses bras, comme Elena en rêvait depuis près de 20 ans. C'était comme rentrer à la maison après un long voyage. « Je te convaincrai, » lui murmura-t-il à Tio. L'oreille, même si je dois passer le reste de ma vie à le prouver. Nicolas s'approcha et tous 3 se prirent dans les bras. C'était étrange, nouveau, mais aussi naturel, comme si cela avait toujours dû se passer comme ça. « On a un problème, » dit Nicolas en s'éloignant. « Tu l'as vu en bas, il y a des journalistes partout. Comment allons-nous aller d'ici à la conférence de presse ?» Eduardo sourit. « Laisse-moi faire. » 2 heures plus tard, un hélicoptère atterrissait sur le petit terrain de football, à 2 pâtés de maison de l'immeuble d'Elena. La foule de journalistes se précipita vers le bruit, mais à leur arrivée, l'hélicoptère décollait déjà, emportant Elena, Nicolas et Eduardo loin de la confusion.
« Tu as loué un hélicoptère » cria Elena par-dessus le bruit des « Fal »« Je l'ai acheté » cria Eduardo. « J'ai pensé que ça pourrait être utile. » Elena secoua la tête mais ne put s'empêcher de sourire. C'était exactement le genre de geste exagéré et romantique qu'Eduardo avait l'habitude de faire quand ils étaient jeunes. Ils atterrirent sur la terrasse de l'hôtel Copacabana Palace où une équipe les attendait déjà. Eduardo avait tout organisé. Vêtements pour Elena et Nicolas, maquillage, coiffure, tout pour qu'ils se sentent à l'aise devant les caméras. « Eduardo, c'est dingue », dit Elena, en observant l'agitation dans la salle où se tiendrait la conférence de presse. Des dizaines de journalistes, des caméras de différentes chaînes, des photographes. Regarde tout ce monde. Je sais. Eduardo ajusta nerveusement sa cravate. Mais c'est le seul moyen de contrôler le discours. Si nous ne parlons pas, d'autres parleront à notre place. Et si je ne sais pas quoi dire? Eduardo prit ses mains dans les siennes. Sois toi-même. C'est tout ce que je te demande. Sois la femme courageuse et honnête que j'ai rencontrée il y a 18 ans. Lorsqu'ils entrèrent dans le hall, le brouhaha cessa instantanément. Elena sentit tous les regards se braquer sur elle, tous les regards analysant chaque détail de son apparence, de son comportement. Mais Eduardo lui tenait fermement la main, et Nicolas marchait de l'autre côté, et elle se souvint qu'elle n'était pas seule. Eduardo se dirigea vers la chaire. Elena et Nicolas se tenaient à ses côtés. « Bonjour », commença Eduardo, sa voix résonnant dans la salle silencieuse. « J'ai convoqué cette conférence de presse pour clarifier certains faits sur ma vie privée, rendus publics hier soir. » Les caméras cliquaient sans cesse. Tout d'abord, je tiens à confirmer officiellement que Nicolas Anders est mon fils. Il est né d'une relation que j'ai eue il y a 18 ans avec Elena Anders, la femme extraordinaire qui est à mes côtés. Des murmures se répandirent dans la salle. Deuxièmement, je tiens à préciser que j'ignorais l'existence de Nicolas jusqu'à hier soir. Elena a élevé notre fils seul, avec une dignité et un dévouement qui me font honte. Elle a travaillé sans relâche pour lui offrir les meilleures opportunités, notamment l'éducation qu'il reçoit à l'Élysée College, grâce à une bourse financée, ironiquement, par ma propre entreprise. Eduardo s'arrêta, regardant directement les caméras. Troisièmement et surtout, je tiens à déclarer publiquement mon amour pour Elena Anders. Il y a 18 ans, j'ai commis l'erreur de la laisser partir par lâcheté et sous la pression familiale. Je ne referai pas la même erreur. La salle devint absolument silencieuse. « Elena » se tourna Eduardo vers elle. « Veux-tu m'épouser » Le silence devint assourdissant. Elena avait l'impression que le monde entier attendait sa réponse. Elle regarda Nicolas, qui lui souriait d'un air encourageant, puis Eduardo, dont les yeux brillaient d'espoir et de terreur. « Eduardo ?»« Hey » dit-elle, sa voix amplifiée par les micros. « Es-tu sûr de vouloir faire ça ? Veux-tu vraiment associer ton nom au mien devant tout ce monde ? Je n'ai jamais été aussi sûr de quoi que ce soit de ma vie. » Elena prit une grande inspiration. « Alors oui, j'accepte de t'épouser. » La salle explosa. Les flashs retentirent, les journalistes lancèrent des questions, les caméras s'agitèrent frénétiquement. Eduardo l'attira pour un baiser, immortalisé par des dizaines d'objectifs, et Elena se laissa emporter par l'émotion du moment. Lorsqu'ils se séparèrent, les questions commencèrent à fuser. Monsieur Monterrey, comment les actionnaires de Monterrey Lab ont-ils réagi à la nouvelle? Elena, qu'est-ce que ça fait d'être catapultée de l'invisibilité sous les projecteurs? Nicolas, as-tu toujours su qui était ton père? Eduardo a répondu aux questions avec diplomatie mais fermeté. Il a clairement indiqué que sa vie privée n'influencerait pas ses décisions professionnelles, que Nicolas serait officiellement reconnu comme héritier et que tout commentaire irrespectueux envers Elena serait considéré comme une attaque personnelle. Elena a répondu honnêtement au défi d'être une mère célibataire. À quel point elle était fière de son fils et à quel point l'amour mérite parfois une seconde chance. Nicolas a surpris tout le monde par sa maturité, en parlant de grandir sans père, d'admirer la force de sa mère et d'être prêt à connaître Eduardo sans ressentiment. Après 1 heure de questions, Eduardo a conclu la conférence de presse par une annonce qui a laissé tout le monde sans voix. Pour célébrer ce nouveau chapitre de notre vie, Elena et moi nous marierons. Dans 2 semaines,
lors d'une cérémonie retransmise en direct dans tout le pays. Nous souhaitons partager notre bonheur avec tous ceux qui ont suivi notre histoire. Lorsqu'ils quittèrent la salle, Elena était sous le choc. 2 semaines, Eduardo, as-tu complètement perdu la tête? Probablement. Mais je suis aussi plus heureux que je ne l'ai été depuis 18 ans. Ils montèrent à la suite qu'Eduardo avait réservée à l'hôtel. Elle était luxueuse, avec vue sur la plage de Copacabana, mais Elena ne pensait qu'à la folie des 2 derniers jours. « Et maintenant ?» demanda-t-elle en se laissant tomber sur le canapé. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?»« Maintenant ?» dit Eduardo en s'asseyant à côté d'elle. « Nous vivons notre vie, ensemble. » Nicolas était sur le balcon, admirant la vue, et Elena en a profité pour poser la question qui la taraudait depuis la conférence de presse. « Eduardo, et si tu le regrettais? Et si dans quelques mois, une fois la situation réglée, tu te rendais compte que tu as fait une erreur ?» Eduardo la regarda sérieusement. « Elena, veux-tu savoir quelle a été la plus grosse erreur de ma vie? Ce n'était pas d'épouser Isabella sous la pression familiale. Ce n'était pas de bâtir une entreprise milliardaire sur les apparences. La plus grosse erreur de ma vie a été de te laisser croire, ne serait-ce qu'une seconde, que tu ne me suffisais pas. » Il prit ses mains dans les siennes et embrassa ses paumes calleuses de travail. « Ces mains, dit-il, ont bâti une vie digne pour notre fils. Elles ont œuvré là où j'aurais dû les aider. Elles ont plus de valeur à mes yeux que tous. » Les diamants du monde. Elena sentit les larmes couler sur son visage. « J'ai tellement peur, Eduardo. » Moi aussi j'ai peur. Peur de ne pas être le père que Nicolas mérite. Peur de ne pas pouvoir te rendre heureux. Peur que 18 ans de séparation nous ait tellement changé qu'on ne puisse plus se retrouver. Alors pourquoi faisons-nous cela? Eduardo sourit en essuyant ses larmes. Parce que parfois la peur n'est qu'un autre nom pour l'espoir, et parce que je préfère essayer et échouer plutôt que de passer le reste de ma vie à me demander « Et si ?» Nicolas entra du balcon à ce moment-là. « Désolé de vous interrompre, mais il y a quelque chose que vous devez voir. » Il alluma la télévision, et la première chose qui apparut fut une interview d'Isabella Montenegro, l'ex-femme d'Eduardo. Elena sentit son estomac se retourner. « Isabella, que pensez-vous de la révélation selon laquelle votre ex-mari a un fils dont il n'était pas au courant ?» a demandé l'intervieweur. Isabella, élégante comme toujours, sourit froidement. « Franchement, ça ne me surprend pas du tout. Eduardo a toujours été obsédé par cette femme. Tout au long de notre mariage, je savais que j'étais en compétition. » Avec un souvenir. Elena regarda Eduardo qui était devenu tendu. « Pensez-vous qu'ils seront heureux ensemble ?» a poursuivi l'intervieweur. « Heureuse ?» rit Isabella. « Ils vivent dans des mondes complètement différents. Elle est femme de ménage. Il est homme d'affaires milliardaire. C'est peut-être romantique maintenant. Mais quand la réalité s'imposera, quand elle réalisera qu'elle ne peut pas suivre son train de vie, quand il réalisera qu'elle ne correspond pas à son monde, eh bien, on verra combien de temps cette passion durera. » Elena éteignit brusquement la télévision. « Elle a raison, n'est-ce pas? C'est exactement ce qui va se passer. »« Non, » répondit fermement Eduardo. « Elle a tort. Et tu sais pourquoi? Parce qu'elle n'a jamais compris que je ne veux pas d'une femme qui s'intègre à mon monde. Je veux une femme qui me donne envie de construire un monde nouveau. Avec elle. » Eduardo se leva et se dirigea vers la fenêtre, contemplant la plage. « Elena, crois-tu que je me soucie des dîners de gala, des réceptions, de l'approbation de gens que je connais à peine? Tout cela a toujours été une obligation, une partie du travail. Avec toi, pour la première fois en 35 ans, je me sens authentique. » Elena s'approcha de lui et lui toucha le dos. « Eduardo, je ne sais pas comment être l'épouse d'un homme d'affaires milliardaire. Je ne sais pas comment gérer la presse, les événements mondains, les gens qui me jugeront à chaque instant. » Eduardo se retourna, le visage entre les mains. « Alors ne sois pas la femme d'un milliardaire, sois juste ma femme. La femme que j'aime, la mère de mon enfant, celle qui me donne envie de m'améliorer chaque jour. » Et si les gens parlaient? Et s'ils disaient que tu as épousé une femme de ménage par pitié, par obligation? Laissez-les parler. Seuls les vôtres et ceux de Nicolas comptent pour moi. Nicolas, qui avait suivi toute la conversation, s'est approché des parents. « Vous savez ce que je pense? Je pense que vous réfléchissez trop. Vous vous aimez, j'existe grâce à cet amour. Et maintenant, nous pouvons enfin être une vraie famille. Tout le reste n'est que du bruit. » Elena regarda son fils si jeune mais si sage,
et sentit quelque chose se résoudre en elle. « Tu as raison, c'est aussi simple que ça, n'est-ce pas ?»« C'est aussi simple que ça, » a convenu Eduardo. Elena prit une grande inspiration et pour la première fois depuis 18 ans, laissa l'espoir prendre le dessus sur la peur. « Alors, allons-y. Marions-nous dans 2 semaines et scandalisons la société poliste. » Eduardo rit un rire empreint de soulagement et de joie. « Tu es sûr ?»« J'en suis sûr. » Elena l'embrassa, et cette fois, il n'y avait ni peur ni réserve. Juste de l'amour, pur et intense, comme 18 ans plus tôt. 2 semaines plus tard, Elena Anders épousait Eduardo Monterrey lors d'une cérémonie diffusée en direct qui battait des records d'audience. Elle portait une robe simple mais élégante. Il pleurait en la voyant marcher jusqu'à l'hôtel, et c'est Nicolas qui la remit à son père, symbolisant l'union d'une famille qui avait mis 18 ans à se trouver. Les tabloïds parlaient du mariage du siècle depuis des mois, certains le critiquaient, d'autres le romançaient. Mais Elena et Eduardo ne se souciaient plus de ce que disaient les autres. Ils étaient trop occupés à construire la vie qu'ils auraient toujours dû avoir ensemble. Elena n'a plus jamais travaillé comme femme de ménage, mais elle n'a jamais oublié ses origines. Elle a créé une fondation pour aider les mères célibataires qui travaillent, s'inspirant de son histoire. Eduardo a découvert qu'être père était encore plus formidable qu'il ne l'avait imaginé, et Nicolas s'est épanoui, fondant enfin une famille complète. Et chaque soir, alors qu'Elena s'endormait dans les bras de l'homme qu'elle aimait depuis 20 ans, elle souriait en pensant que parfois, les fins heureuses existent bel et bien. Elles prennent juste un peu plus de temps à arriver.